Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette table ronde sur le sujet du futur des marques, qui détient le pouvoir. Je m'appelle François Bottelier-Depoix, je suis le PDG de la Fabrique des territoires innovants et nous aurons aujourd'hui autour de la table réelle et virtuelle 4 personnes pour discuter de ce sujet avec nous. D'abord, Julia Tuto, qui pour des raisons personnelles n'a pas pu se rendre, Justine, pardon, n'a pas pu se rendre disponible en présence aujourd'hui, mais on commence à être habitué à ce mode de fonctionnement. Pardon Justine, êtes-vous là? Est-ce que vous nous voyez bien? Et nous, est-ce qu'on Oui, peut vous voir? moi Oui. je vous vois. Bon, Salut! enchanté. Salut tout le Donc monde. Justine est fondatrice et dirigeante de la marque Respire. Nous avons également Didier Livio, qui est cofondateur et dirigeant de l'atelier consommateurs et citoyens, ainsi que Nicolas Chaban, qui est cofondateur et dirigeant de C'est qui le patron, et Sophie Chassa, qui est partenaire dans l'agence de communication et d'influence Women. Donc, le futur des marques, Committed Brands, les marques engagées, c'est un sujet qui, à titre personnel, m'intéresse. Pour vous le dire en une seconde, donc je dirige la Fabrique des territoires innovants, qui est une entreprise qui travaille à la transformation collaborative et démocratique des organisations. Nous aurions pu, par exemple, animer une table ronde autour du sujet des collectivités territoriales engagées qui détiennent le pouvoir, puisque nous aidons, par exemple, les collectivités à mieux penser la politique publique avec les citoyens, mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est bien comment, autour des marques, on peut changer la donne du pouvoir. Évidemment, le sujet au cœur étant le sujet du consommateur, mais peut-être pas uniquement. C'est l'un des sujets qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, demain, le futur des marques, qui détient le pouvoir, avec cette question, comment leur donner le pouvoir? À la FTI, notamment chez Inventer Demain, qui est notre activité de conseil, on travaille notamment à ce comment par les sciences sociales, par le design et par le conseil, on peut amener tous les gens à être en capacité de prendre parti aux décisions et aux réflexions et à l'innovation. Et nous allons voir aujourd'hui comment, chez nos différents partenaires, on parvient à le faire également. Alors Justine, excusez-moi tout à l'heure pour ma langue qui a fourché. Vous avez fondé la marque Respire, qui est une marque de produits et de soins d'hygiène naturelle fabriqués en France et recyclables. Vous êtes diplômé d'HEC Montréal. Vous avez assez vite pris conscience de l'impact des déodorants sur la santé, notamment en raison d'un problème que vous avez connu personnellement, et donc qui vous a donné cette volonté de créer des produits sains, notamment en s'appuyant sur une communauté de consommateurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter justement cette histoire? Comment est-ce que cette idée a émergé et quelle est la place justement de cette communauté de consommateurs dans votre marque? Alors, rebonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Super. Bon, je suis ravie d'être là, même si c'est virtuellement. Je serais ravie de vous rencontrer une prochaine fois en vrai. Alors, Respire, donc ça date d'il y a 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que je travaille sur le projet depuis que j'ai fini mes études. Donc, je suis pas seule, je suis cofondatrice. J'ai un associé qui s'appelle Thomas, qui a fait lui HEC Paris. Et l'idée de lancer Respire vient, comme tu le disais, d'une envie de consommer mieux, de mieux comprendre ce que je mets sur mon corps au quotidien. Et en fait, ça vient pas uniquement que de moi. Clairement, en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que c'est un vrai mouvement, une vraie prise de conscience générale aujourd'hui de mieux consommer et de mieux comprendre nos produits de consommation. La preuve avec les applications telles que Yuka, Inky Beauty. Je suis sûre que vous aussi dans la salle, vous utilisez ces applications au quotidien pour décrypter un peu les produits que vous utilisez. Et j'avais ce problème, entre guillemets, de vouloir mieux comprendre, je dis vraiment problème entre guillemets parce que c'est pas un problème, c'est l'envie de mieux comprendre les produits cosmétiques, puisque les produits alimentaires, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans cette direction, mais les produits cosmétiques, pas vraiment. Et surtout que sur chaque produit cosmétique, il y a cette liste INCI, donc cette liste en latin de tous les ingrédients qu'on retrouve dans le produit, mais je n'y comprenais rien, je connaissais rien à tous ces ingrédients en latin. Et donc j'ai eu envie de mieux comprendre ces ingrédients. En fouillant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de produits cosmétiques qui étaient pas spécialement clean. Maintenant, on parle de clean beauty entre guillemets, donc qui n'étaient pas spécialement clean, donc pas spécialement sains pour le corps, avec notamment des ingrédients qui sont controversés, voire même nocifs. Et j'ai regardé particulièrement les déodorants en détail. Et les déodorants, c'était un peu le dernier de la classe. Je me suis rendu compte qu'il y avait de l'aluminium, notamment des sels d'aluminium qui sont controversés. Il y avait des conservateurs qui sont très controversés. Et du coup, j'ai voulu moi-même déjà changer de déodorant, consommer un déodorant beaucoup plus sain, beaucoup plus naturel
et tout aussi efficace. Et en fait, j'ai cherché sur le marché. Alors bien sûr, il en existait déjà. J'ai pas réinventé la roue, on va se le dire. Les déodorants naturels, on en entendait déjà parler. Mais j'avais de la difficulté à trouver vraiment une marque qui me parlait à moi, jeune de 23 ans à l'époque, qui cherchait un bon déodorant pour tous les jours et qui soit efficace et qui m'accompagne au jour le jour avec une praticité et qui soit pas de la crème à appliquer avec mes doigts, enfin que j'ai pas l'impression de devoir changer toutes mes habitudes. Donc c'est là que vient l'idée de Respire, en tout cas du déodorant naturel, et on s'est lancé du coup avec mon associé. On a travaillé pendant 1 an à chercher d'abord des laboratoires. On a trouvé un laboratoire en Bretagne qui a accepté de nous aider, une docteure en pharmacie, Véronique, qui nous a aidé à développer la formule de A à Z de ce déodorant. Pendant 9 mois, on a travaillé avec elle. Et finalement, pour le lancement un peu officiel, enfin non officiel même parce que c'est un peu un pré-lancement, on a fait un lancement via un crowdfunding. Donc oui, parce que ce que vous nous racontez jusque-là, Justine, peut être l'histoire de n'importe quel entrepreneur. Qu'est-ce qui rend votre entreprise différente dans sa relation avec les consommateurs ? Alors, donc c'est justement, voilà, vous avez toute l'histoire du début et en fait à un moment je me suis dit, je vous le disais déjà tout à l'heure, il fallait que je sois sûre que ce soit pas uniquement un problème personnel et que ce soit un problème qui concerne plusieurs personnes. Quand on lance un projet, on a envie de se dire que ça va parler à plusieurs personnes et pas seulement à soi. Donc j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. J'avais déjà une communauté à l'époque de 20 000 personnes qui me suivaient sur Instagram via la course à pied, parce que je suis une passionnée de course à pied, donc via mes marathons, mes ultra-trails. Et j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte que ça parlait à tout le monde, ces cosmétiques un peu plus naturels, plus sains à consommer. Et donc, j'ai lancé un crowdfunding, donc une campagne de financement participatif, et j'ai appelé ma communauté à m'aider à lancer ce projet et donc à être les premiers contributeurs du projet en préachetant leur déodorant. Et en fait, cette campagne, donc j'ai fait une vidéo de lancement, j'ai essayé d'être le plus transparente possible en emmenant à travers une vidéo ma communauté dans l'usine, dans le laboratoire, en rencontrant la docteure en pharmacie qui m'aidait. Et en fait, c'est tous ces petits moments d'intimité que j'ai essayé de transcrire en vidéo qui ont permis de créer une relation vraiment de proximité et de confiance avec la communauté et qui a convaincu, entre guillemets, la communauté de nous aider et de passer au panier d'achat. Et donc, on a prévendu 21 000 déodorants en 1 mois, en novembre 2018, alors qu'à la base, on partait un peu de rien. Donc, c'est là que la communauté est entrée en jeu dès le début. Et on l'a également impliquée dans la co-création du produit, au-delà d'avoir été impliquée dans la contribution vraiment financière aussi pour nous aider à lancer la première production. Elle nous a aidés dans la co-création du produit puisqu'on faisait venir 10-15 personnes de la communauté toutes les semaines, avant même le crowdfunding, et ça a continué après le crowdfunding, toutes les semaines dans notre espace de coworking pour nous rencontrer, pour leur présenter le projet et pour avoir vraiment leur avis sur ce qu'ils pensaient de notre produit, de la formule, leur faire tester, du packaging, est-ce qu'il fallait mettre le petit Made in France. Donc c'était vraiment, on essayait d'impliquer la communauté depuis le début dans le développement de Respire, et c'est ce qui a payé, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est ce qui nous a prouvé qu'en fait on était sur le bon marché et qu'on répondait vraiment à un besoin réel, puisqu'on avait les retours de la communauté. On a la communauté qui nous a aidés à lancer le projet via ce crowdfunding. Vraiment, on s'est rendu compte qu'il y avait un marché, que les gens étaient intéressés, que le produit plaisait et surtout que les personnes étaient prêtes à acheter notre déodorant. C'est ça qui nous a permis de lancer officiellement Respire en mai 2019. Bravo. Et alors, pour qu'on touche un peu du doigt la dimension concrète de la façon dont vous travaillez avec cette communauté, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de demandes ou de conseils, de besoins de consommateurs que vous avez réussi à prendre en compte comme ça? Alors oui, donc au tout début, il y en a plusieurs. Hein. Alors au tout début. Ah oui, alors le temps court. Alors on va essayer de faire un exemple si vous voulez bien. Au tout début, quand on a lancé le déodorant, en fait, on a un format traditionnel, je suis désolée, je ne les ai même pas à côté de moi, et un format mini. Et en fait, le format voyage, on l'a développé uniquement parce que la communauté nous disait, mais moi, le déodorant, j'en ai un dans mon sac de sport, un dans mon sac à main, un dans mon tiroir de bureau. Et donc là, on s'est dit, bah, effectivement, il faut qu'on réussisse à développer ce mini déodorant que tout le monde emmène partout. Donc ça, c'est un exemple vraiment concret qu'on a développé parce que la communauté nous l'a demandé. Allez, un petit deuxième. Et un petit deuxième, c'est là récemment, on développe de plus en plus de produits et en fait, on continue d'impliquer notre communauté. Et là, par exemple, la communauté, on a eu des retours, il y a des gens qui adorent notre déodorant et il y a des gens qui préfèrent avoir un déodorant solide. Donc, on a travaillé le déodorant solide et pour être sûr qu'on est sur la bonne formule, on a fait venir il y a 2 semaines 400 personnes à la Maison Respire, 400 personnes de notre communauté pour venir chercher cette nouvelle formule, la tester chez eux. Et là, on attend les résultats, on est super impatients. Et donc, si c'est une formule qui plaît à notre communauté, bien sûr, on la développera et elle sortira 2021. Merci beaucoup Justine pour ces éléments. Merci. On vous laissera l'occasion de réagir à la fin après avoir entendu tous les autres participants.
Didier Livio. Didier, vous êtes un habitué de ce salon ProDurable parce que pour vous, le sujet de la responsabilité sociale des entreprises n'est pas nouveau. C'est un sujet que vous travaillez depuis les années 80. Vous avez notamment travaillé dans un cabinet qui s'appelle Synergence, chez Deloitte Développement Durable. Et aujourd'hui, vous avez co-créé et vous dirigez l'atelier consommateur citoyen que vous avez co-créé avec C'est qui le patron. L'objectif, dans ce que j'ai compris, donner aux consommateurs citoyens, c'est comme ça que vous l'appelez, les moyens de peser sur les produits qu'ils consomment. Mais dites-moi, Didier, qu'est-ce que c'est qu'un consommateur citoyen ? Comment est-ce qu'un consommateur peut devenir citoyen ? Un consommateur citoyen, c'est un consommateur qui accepte de ne plus vivre schizophrène et de se distinguer son acte d'achat ou sa professionnalité ou ce qu'il fait dans son métier avec ce à quoi il aspire en tant que citoyen. Et cette réconciliation, alors évidemment, tout citoyen et consommateur, on avait bien ça en tête en disant les choses, mais en associant ces deux mots, consommateur-citoyen, on voulait signifier qu'il fallait remettre l'acte d'achat dans son sens profond, qu'il était un outil de développement de l'économie et que l'économie, on devait la remettre aussi à sa juste place au service de l'humanité et de son développement. Donc c'est avec ce mécanisme-là qu'on a voulu créer les choses. L'origine, vous le disiez François, est née de C'est qui le patron. Nicolas, qui est à côté de moi, pour moi, a apporté deux choses importantes dont on s'est saisi ensemble pour créer Consommateurs et Citoyens, outre les produits C'est qui le patron que vous achetez tous. Nicolas et Laurent Pasquier, quand ils ont créé C'est qui le patron, ont su capter et prendre en main eux-mêmes en tant que consommateurs cette formidable énergie citoyenne qui existe dans ce pays, positivement, celle qui va s'exprimer négativement parfois dans les gilets jaunes ou d'autres coordinations, etc. Elle a un potentiel positif qui est gigantesque, mais qui ne demande qu'à s'exprimer, on le sait tous, on le voit dans l'exemple de Julien, on le voit dans beaucoup d'exemples. Donc le premier point, c'est cette capacité à mobiliser positivement les énergies. Et le deuxième point, c'est le fameux questionnaire auquel vous répondez les uns et les autres parfois, qui donne un prix finalement au développement durable, puisque ce questionnaire, il vient nous faire voter tous en tant que consommateurs pour choisir des items de durabilité avec leur prix associé. Et dans la mesure où on s'engage en tant que consommateur citoyen pour choisir le produit qu'on veut et choisir les items de développement durable, on participe, comme ça vient d'être fait pour Respire, à sa co-construction. Le pas qu'on a voulu faire avec Nicolas quand on a créé Consommateurs et Citoyens, c'est aller un pas plus loin et se dire comment ces mécanismes-là peuvent dialoguer avec des marques pour entraîner un changement profond, évidemment des recettes, mais aussi de tout le modèle économique des entreprises. Voilà. Et en ce sens, il y a un changement de paradigme qui est important, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus que la marque dialogue avec ses clients pour que, comme on vient de le voir là, pour mieux comprendre un certain nombre de choses. Le marketing, c'est bien le faire. Il s'agit de faire exactement l'inverse, et c'est difficile pour les marques de l'entendre et le comprendre, c'est que ce soit les consommateurs qui se saisissent de la marque et que la marque lâche prise et laisse faire les consommateurs qui vont conduire un dialogue avec la direction de la R&D, la direction du marketing, la direction de la RSE, la direction industrielle, etc., qui va se laisser faire par l'impulsion des consommateurs. Et par cette réappropriation par les consommateurs des produits, et donc en tirant le fil des produits de l'ensemble de la chaîne qui produit ces produits, et donc de toute l'entreprise, on va de la marque, enfin du produit à l'entreprise dans sa totalité. Et dans ce dialogue, on aboutit à une négociation. Ça se termine par un cycle, ça dure 6 mois à peu près, ça se termine par un cycle de négociation sur un plan de progrès. Et si ce plan de progrès est adopté, alors tout ça se fait de façon bienveillante et exigeante, mais si ce plan de progrès est adopté, il y a un repère de consommation que vous verrez bientôt, qu'on va lancer, qui va venir dire on pack, ce produit, il a accepté de dialoguer avec les consommateurs, les consommateurs l'ont pris en main, il y a un plan de progrès, si vous flashez, vous verrez ce plan de progrès, etc. Alors pour répondre à la question qui est qui détient le pouvoir, moi je pense qu'il ne s'agit pas de passer du pouvoir des marques à un autre pouvoir, il ne s'agit pas d'avoir un basculement de pouvoir, mais un rééquilibrage des pouvoirs, et il faut que les marques, en acceptant ce lâcher prise, acceptent de considérer le consommateur non plus comme une cible marketing, mais comme une partie prenante à part entière. Et comme les marques ont appris dans les 20 dernières années à dialoguer avec les pouvoirs publics, à dialoguer avec les ONG, etc., il faut qu'elles apprennent maintenant à dialoguer avec leurs clients, consommateurs, citoyens, qui eux-mêmes doivent apprendre à remettre leur citoyenneté dans leur acte de consommation. Et le seul pouvoir qu'ils ont, c'est leur pouvoir d'achat, sans mauvais jeu de mots, le pouvoir de leur carte bleue, mais qui se met en dialogue avec l'entreprise à l'initiative des consommateurs. Voilà, donc ça fait 1 an, on a une dizaine d'entreprises, grandes et petites, qui sont dans le dispositif de dialogue, et c'est absolument passionnant.
Et merci Didier pour ces principes d'action tout à fait passionnants. Et pour vous mettre un peu en miroir avec ce que présentait Justine avant, elle parlait beaucoup de travail avec la communauté. Est-ce que c'est un peu la même chose que vous faites? C'est qui le patron a une communauté assez importante. Vous parliez aussi d'un questionnaire. Comment est-ce que vous fonctionnez pour donner... En gros, rapidement, la méthode est la suivante. Effectivement, on part de la communauté qui le patron qui s'élargit. On est en train d'élargir la communauté, notamment localement, avec des communautés locales. Et le dialogue s'établit avec une respiration. Ça commence avec un appel à candidature de consommateurs qui veulent s'intéresser à un secteur d'activité. Voilà, on va lancer un travail sur la charcuterie. On va faire un appel à qui s'intéresse à la charcuterie, sans signifier fortement à ce moment-là qui est encore l'entreprise partenaire de ce projet. Qui s'intéresse à la charcuterie, donc là il y aura 20, 30, 40, 60 consommateurs qui vont lever la main. On va retenir un groupe parmi eux d'une quinzaine de personnes qui deviennent un groupe référent. Et ce groupe référent va suivre l'ensemble du processus pendant 6 mois et pendant 2 ans, puisqu'après, tous les ans, on va vérifier par semestre comment l'entreprise avance dans son plan de progrès. Et ce groupe référent fait le travail de 6 mois de dialogue avec l'entreprise. Au terme de ce dialogue, il y a un questionnaire, parce que ce groupe, finalement, il passe progressivement d'un statut de profane à averti. Et il s'agit toujours de dialoguer avec l'ensemble des consommateurs que nous sommes, qui n'ont pas fait ce chemin pour mieux comprendre l'entreprise, et de voir où nous en sommes tous, qui n'avons pas fait ce chemin, comme les 15 personnes qui s'y sont associées. Et là, il y a un dialogue via le questionnaire. Et ensuite, il y a la négociation qui s'établit entre ce qu'on apprend avec le questionnaire, dans cette respiration avec tous ceux qui vont venir voter, et ce que nous avons fait pendant 6 mois avec l'entreprise. La négociation s'établit. Et enfin, il y a un dernier vote. On remet à la communauté dans son ensemble la dernière décision qui est, compte tenu de ce plan de progrès, est-ce que vous donnez votre aval pour que le repère de consommation aille on-pack? Si les consommateurs votent oui, le repère va on-pack et la vie continue. Merci beaucoup Didier. Et si vote non, ça s'arrête. Et si vote non, ça s'arrête, évidemment. Alors, vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à les noter sur votre calepin. Merci beaucoup Didier. Nicolas Chaban, pour vous, la question de l'agroalimentaire et de son impact et du sens est au cœur de votre action depuis de nombreuses années. Vous avez notamment créé le label Le Petit Producteur, travaillé sur les produits moches. Et puis, depuis 2015, vous travaillez à ce projet qui vise à assurer aux producteurs des revenus décents. Vous me direz si justement ça fait partie du sujet de C'est qui le patron, à travers la fixation de prix plus élevés notamment. Et ce projet donc est devenu C'est qui le patron, la marque du consommateur, qui connaît aujourd'hui un succès retentissant. Du coup, question, quel lien est-ce que vous faites entre cette idée d'origine d'assurer des revenus décents aux producteurs et le fait de redonner le pouvoir à des acteurs différents et notamment aux consommateurs? Donc dans les marques et notamment dans les marques de l'agroalimentaire, qui détient le pouvoir aujourd'hui, Nicolas? Alors moi, je suis moins nuancé que Didier. Bonjour à tout le monde. C'est vraiment le consommateur, mais pas dans une vision agressive. Mais pour équilibrer les choses, quand il y a un poids qui s'est déporté pendant autant de temps d'un côté, il faut marquer des messages assez clairs. C'est-à-dire que, évidemment, si nous, consommateurs, on décide d'acheter un produit, comme le disait un philosophe bien connu il y a quelque temps, il se vend, et si on arrête de l'acheter, il est capable de stopper. On a vu récemment Danone au Maroc, un boycott qui n'était pas forcément à tous les niveaux justifié, mais les Marocains ont dit on n'achète plus Danone en 4 mois, 40% de chiffre d'affaires en moins, alerte sur les résultats, annulation de la distribution de dividendes. C'est un message énorme pour l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'en 2019, il y a un pays, il y a un peuple dans un pays du monde qui a débranché une marque qui s'appelle Danone. Bon. Je suis obligé d'aller vite, donc je fais des raccourcis, pardon, mais nous, C'est qui le patron, c'était plus simple. Il n'y a jamais eu d'études de marché, il n'y a jamais eu de plan et de stratégie. Non pas qu'on ne voulait pas, mais en fait, on ne s'est pas posé de questions particulières. On nous prête des dimensions visionnaires, on ne les avait pas, c'est pas vrai. On s'occupait des fruits et légumes moches. Et puis, on était d'abord très triste de voir, comme tout le monde, que des producteurs, un producteur par jour se pendait, parce que, notamment les producteurs de lait, ils n'arrivaient pas à vivre de leur métier, ce qui était fou. Tout est parti d'une discussion avec un conseiller d'un ministre à l'époque, qui, parce que les gueules cassées, les fruits et légumes moches étaient présentés à l'ONU, dit en fin de conversation, vous, consommateurs, vous n'auriez pas une idée pour essayer de faire quelque chose pour la crise du lait? C'était très étonnant que lui nous pose la question, mais à la fois c'était très moderne, parce que bon, faut pas se priver
de se parler dans ces cas-là. Et je me rappelle avoir répondu, mais combien il manque sur un litre de lait pour qu'un producteur vive de son métier? 1 euro, 50 centimes, 3 euros. La réponse était 8 centimes. 8 centimes par litre. Combien de litres on boit en moyenne par an et par habitant? 50 litres. Et là est apparu ce 4 euros par an à rajouter pour que nos actes d'achat se transforment de bien involontairement rendus complices d'un système où à la fin il y a quelqu'un qui souffre finalement, à je protège le producteur. Donc après il y avait une série de choses à faire parce qu'il fallait être sûr que les centimes arrivent bien jusqu'au producteur. Et voilà comment une poignée de consommateurs, nous étions ça et nous sommes toujours ça, parce qu'aujourd'hui la patronne c'est une coopérative, une SKIC, qui rassemble tout le monde. Pour 1 euro, vous devenez sociétaire et vous participez à toutes ces décisions. Alors j'accélère. On a demandé aux grands acteurs de faire une brique de lait pour aider les producteurs, en disant écoutez, on n'est pas les seuls à pouvoir mettre 4 euros par an en 30 centimes. Personne n'a voulu le faire, et puis on s'est dit bon, on va le faire nous-mêmes. D'où cette brique, qui est la moins jolie du marché, avec le logo fait par mon cousin, une nuit, depuis l'Inde. Il était en Inde, bon. Non, la petite histoire, c'est qu'il y avait un smiley qui devait apparaître sur la brique, et on ne savait pas que c'était une marque déposée. Et donc, il a fallu, dans la nuit, trouver un nouveau logo. Alors, j'ai fait croire à mon cousin qu'avec le décalage horaire, il aurait un peu plus de temps, ce qui n'était pas vrai. Et il a sorti ce magnifique logo qui rappelle à tout le monde qu'on est une vraie marque de consommateur, il n'y avait pas d'agence. Voilà. Très naturellement, on s'en fichait un peu, le message était important. C'est arrivé chez Carrefour, et au bout d'1 mois, on rêvait de 5 millions de litres de lait, un peu secrètement pour essayer de sauver les premières familles. Et 1 mois passe, 1 million de litres. Et puis 33 millions la première année. Là, on arrive à 215 millions de litres. Et de simples consommateurs, au-delà des chiffres, parce que ça n'a aucune importance, les chiffres, c'est plutôt les sourires que ça a provoqué à l'autre bout de la chaîne, de simples consommateurs, sans publicité à la télévision, sans commerciaux dans les magasins, ce qui est plus incroyable, personne pour ranger les rayons, simplement parce qu'ils se sont dit, mais 4 euros, je comprends, on a rendu très transparent les choses, puisqu'on va, au-delà de construire les produits, on va vérifier que les centimes arrivent bien jusqu'au producteur, que les vaches ont vraiment 3 à 6 mois de pâturage, on le fait nous-mêmes, consommateurs. Et puis surtout, j'ai oublié de le dire, mais on a voté un jour sur Internet, 8 questions toutes simples, quelques minutes. Est-ce que finalement, vous voulez que cette brique, je vous raconte ça puis c'est fini, mais il y avait un prix à 0,69 là sur Internet. Et puis, première question, est-ce qu'on paye le producteur au cours du marché? Alors on a mis, ça n'est pas rentable pour lui, c'était une information objective. Si on prenait ce choix, le prix de 0,69 centimes ne bougeait pas. Est-ce qu'on rajoute les 8 centimes? Ah ben là, je vois mon prix passer de 69 à 77. Et je mesure la capacité que j'ai à faire de cette volonté une réalité que je vais pouvoir ensuite financer. On enlève les OGM de l'alimentation, 5 centimes. 77, 82. 1 à 3 mois de pâturage, 1 centime. 3 à 6 mois, 4 centimes. Il y a eu tout un énorme boulot qui a été fait pour qu'on donne un prix aux valeurs, à nos convictions, et qu'on ne soit plus dans la règle de toute manière, le consommateur veut le moins cher, il faut absolument qu'on fasse un travail par le bas. Et voilà. Et puis on était effarés qu'en 40 ans, je ne sais pas si vous avez été nombreux à avoir été appelés par un fabricant qui, comme le dit Didier, vous a pas simplement dit un jour, on vous en mangez des gâteaux, est-ce que vous préférez le bleu ou le rouge? Mais je te donne le volant, je suis un fabricant et plus une marque pendant qu'on fait ce travail. Et puis dis-nous vraiment ce que tu penses et dis-nous si c'est une impasse d'aller ici ou là. Parce que si on ne fait pas 100% ça, il ne se passe rien. Si on vous amène un peu instrumentalisé dans un contexte où on vous fait valider quelque chose, ça reste du marketing. Même si c'est très louable, il faut à un moment donné avoir le courage de dire est-ce qu'on le fait ce produit déjà? Avant de comment on le fait, etc. etc. Dernière petite question, Nicolas. Souvent, le discours des marques, c'est de dire responsabilité, développement durable, les consommateurs ne sont pas prêts à l'acheter. Ça va coûter plus cher, ils n'en veulent pas. Vous avez fait le pari inverse en leur demandant leur avis. Est-ce que ça marche à chaque fois? Alors, je vous reprends parce que ce qui est important, on s'en rend compte après 4 ans maintenant, c'est qu'on ne s'est pas dit, nous, on va demander aux consommateurs, un peu comme si c'était effectivement une espèce de peuple un peu extraterrestre qu'on avait questionné pour savoir ce qu'ils voudraient. On s'est déjà posé la question à nous-mêmes parce qu'on était dans la dimension de simples consommateurs, estimant qu'on pouvait, avec notre bon sens, déjà le nôtre, notre bienveillance, avoir un point de départ.
Et en fait, on a toujours fait les choses ainsi. C'est pour ça que la COP est arrivée, les décisions collectives. Si vous prenez une dimension d'expertise, si vous décalez un petit peu cette réalité pour vous mettre en situation d'entrepreneur qui va essayer de faire un produit pour que les autres l'achètent, vous sortez finalement de la dimension qu'on partage tous en tant que consommateurs, qui n'est pas d'avoir cette distance avec le produit, nos valeurs et nos convictions. Donc je crois qu'instinctivement, on était comme ça, et que sans s'en rendre compte, on avait mis les ingrédients qui ensuite ont permis à ce que le premier qui entendait parler de l'histoire se réapproprie l'histoire. Ils n'avaient pas l'impression d'aider une marque qu'avait fait un jour M. Dupont ou M. Durand. Ils étaient en face de leur marque. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à des trucs dingues, avec une dame qui, dans un rayon de supermarché, vient, après avoir voté pour le lait, et dit, elle convoque monsieur le directeur, en disant, je suis cliente depuis longtemps, la brique de lait, là, elle est beaucoup trop haut, là. Il faut la mettre là. Ce qui était évidemment le meilleur endroit que les marques achetaient très cher. Elle ne se rendait pas compte qu'elle faisait un bien fou à la démarche de façon très spontanée. Elle avait expliqué qu'elle avait créé la brique de lait, etc. Donc, c'est le succès de... Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la marque et qui l'aident par un simple relais, un mot... mais c'est un succès complètement partagé, dont on est, nous, une petite étincelle de départ. Et maintenant, une caisse de résonance dans la com, mais pas plus. Merci Nicolas. Sophie Chassa, vous, c'est le sens qui vous meut et vous aidez notamment les entreprises avec lesquelles vous travaillez à donner du sens à ce qu'elles font. Pardon, j'ai tapé sur l'ordinateur. À travers donc la société dans laquelle vous travaillez qui s'appelle Women. Et ça ne vous vient pas de nulle part, puisqu'au départ, vous êtes professeur de philosophie. Et après 7 ans d'enseignement, vous avez décidé justement de mettre ces savoirs, cette réflexion et vos compétences au service des entreprises pour les aider à trouver du sens. Alors, en tant que justement personne intéressée au sens de nos actions, qu'est-ce que ça signifie que de vouloir redonner le pouvoir aux consommateurs ? Alors je vais répondre à cette question, je fais juste un petit correctif en fait, oui. Parce que le sens ne se donne pas et ne se trouve pas, il se révèle, c'est vraiment un exercice de réappropriation, d'ailleurs non pas du pouvoir mais de sa propre puissance. Donc moi, dans l'accompagnement que je fais auprès des dirigeants et des organisations, je ne viens pas de façon externe, exogène, coller un sens à une organisation qui n'en aurait pas, mais vraiment redonner en fait cette puissance à la fois de sens et d'action, parce que s'il n'y a pas d'action derrière, ça reste un exercice de communication vraiment à ce collectif qu'est l'entreprise. Et effectivement, sur ce sujet, moi, je vais faire ce que font un peu toutes les personnes dont l'esprit est déformé par la pratique philosophique, c'est de questionner la question. Parce que la façon dont le sujet est posé aujourd'hui, futur des marques, qui détient le pouvoir, elle m'a interpellée sur deux niveaux. D'abord, moi, ce que j'observe dans ma pratique d'accompagnement des dirigeants, des organisations que je peux faire, par exemple, j'ai comme client le groupe Rocher, je suis administratrice du Coq Sportif, pour vous donner des exemples d'entreprises que je peux accompagner, c'est que ce sujet de la transformation et de l'impact positif, c'est pas d'abord un sujet de marque, c'est un sujet d'entreprise. Et quand je fais cette différence, c'est que c'est vraiment ce corps social qu'est l'entreprise qui s'approprie ce sujet du sens, la marque n'étant qu'une facette, une incarnation de ce collectif. Et c'est vraiment cet enjeu de la redéfinition du sens du projet d'entreprise qui est capital. C'est ce que vient d'ailleurs raconter cette expression qui a fait son entrée dans le droit français l'année dernière, qui est celle de raison d'être, qui, avec cette mention à l'article 1835 du Code civil qui permet à toute société d'inscrire une raison d'être dans ses statuts, c'est vraiment un sujet stratégique et de gouvernance globale qui va concerner aussi bien la question de la marque et de la relation au consommateur que aussi la question de la relation de l'entreprise avec ses parties prenantes dans leur pluralité. Donc c'est le premier déplacement que je me permets de faire parce que je crois vraiment que les marques engagées, et je pense que c'est le cas de C'est qui le patron, de Respire ou d'autres marques qu'on peut avoir en tête comme Patagonia, c'est d'abord un projet d'entreprise et c'est pas abordé du point de vue de la marque, et vous l'avez d'ailleurs dit que c'est pas un sujet de marketing d'abord. Le deuxième déplacement, vous l'avez évoqué Didier dans la question qui est la deuxième partie de la question, qui détient le pouvoir? Alors je crois que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nicolas, mais c'est-à-dire qu'en fait j'entends bien la nécessité
du renversement de la relation de pouvoir pour rééquilibrer les choses, mais je pense que l'enjeu, c'est de sortir d'une relation en fait, qui entretient la polarisation, qui entretient l'antagonisme et de se poser la question, non pas le pouvoir sur, c'est-à-dire le pouvoir du consommateur citoyen sur la marque, mais effectivement le pouvoir avec, de faire ensemble. Et puis si on veut être un peu deleuzien, de passer de la question du pouvoir, qui reste une notion qui entretient l'idée de relation de domination, au sujet de la puissance, c'est-à-dire que ce sujet merveilleux de transformation des modèles qui est proposé aujourd'hui et dont on voit que les entreprises s'emparent. C'est ça qui est formidable, hein, c'est que même avant la promulgation de la loi l'année dernière, les entreprises avaient déjà commencé à s'emparer de ce sujet de la raison d'être. C'est comment on partage mieux la valeur et comment chacun déploie sa propre puissance d'agir, d'être et sort des relations de pouvoir. Merci beaucoup. Vous parlez de raison d'être. En ce moment, à côté, il y a une table ronde sur les entreprises à mission. Je pose la question à tout le monde, mais notamment peut-être à vous en premier. Dans quelle mesure est-ce que ça peut être la mission d'une entreprise ou sa raison d'être, peut-être que ce n'est pas la même chose, vous nous le direz, de remettre à niveau le consommateur pour lui permettre d'agir et donc d'avoir cette forme de pouvoir auprès des entreprises? Je crois une fois de plus que ce n'est pas l'entreprise qui donnerait la possibilité aux consommateurs de reprendre du pouvoir, mais en fait c'est systémique, c'est-à-dire que ça n'est pas seulement d'un point de vue et d'une perspective que les choses peuvent changer, mais c'est vraiment dans des relations de collaboration, de partenariat en fait. Pour moi, c'est la nouvelle époque de l'entreprise, c'est celle de l'entreprise partenariale. Il y a eu l'âge de l'entreprise patrimoniale, l'âge de l'entreprise managériale, l'âge de l'entreprise actionnariale, contre laquelle cette notion de raison d'être essaie de poser des remparts. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est celui de l'entreprise partenariale, qui entretient vraiment des relations de partenariat avec l'ensemble de ses parties prenantes. Et ensuite, sur la différence entre raison d'être et mission, je vais faire un petit cours. Et puis, je pense que vous le savez, c'est le dernier étage de la fusée, hein, la mission. Ça suppose quand même d'avoir défini une raison d'être et de l'avoir inscrit dans ses statuts. Et ensuite, de mettre en place des comités, et notamment donc, une modification de la gouvernance avec un comité de suivi de la mission qui permet juste de vérifier qu'une société ayant défini une mission, elle met des moyens à la réalisation de cette mission. Alors, oui, si, en fait, c'est devenu le rôle des entreprises parce qu'une entreprise ne se réduit pas à un projet qui serait de maximiser le profit, que ça ne peut pas réduire le sens de son projet, et notamment pour l'ensemble de son corps social, à la fois interne et élargi, que sont les différentes parties prenantes. Merci. Justine, est-ce que ça évoque quelque chose chez vous, cette idée d'entreprise partenariale, cette idée d'une entreprise qui travaille donc avec notamment ses clients, mais pas que? Oui, complètement. Et surtout quand on parle de mission, en fait, nous, chez Respire, donc j'en parlais pas tout à l'heure, mais on a une mission qu'on a mise sur papier. Je pense que c'est un peu le début aussi de toute entreprise qui se lance, d'avoir une mission. Donc, on a des valeurs. J'en parlais tout à l'heure, c'est d'avoir des produits qui sont transparents, qui sont made in France, qui sont bons pour le corps. Mais notre mission chez Respire, et on l'a dit souvent en anglais parce que ça sonne mieux qu'en français, donc je vais vous la dire en anglais, c'est « Your body is magic, take care of it ». Le but, en fait, c'est de faire prendre conscience à un maximum de personnes de la magie de notre corps, du fait que notre corps, il nous permet de faire plein de choses au quotidien, que ce soit du sport, des activités manuelles, de la cuisine. En fait, notre corps nous permet de faire énormément de choses. Et donc, le fait de faire prendre conscience de ça à un maximum de personnes, ça insinue derrière, notre corps est magique, donc prenons-en soin. Et en fait, si la mission, on l'incarne bien, on la transmet bien, je pense que pour un consommateur, c'est plus simple aussi d'avoir envie de consommer les produits, d'avoir envie d'accompagner l'entreprise et d'avoir envie d'avoir cette marque dans sa vie. Donc, quand Sophie parle de mission, je suis tout à fait alignée avec ça sur le fait qu'il faut que la marque, elle soit pleine de sens. Je pense déjà que les fondateurs et leurs valeurs soient pleins de sens, comme vous mentionnez le sens, et surtout et une mission qu'on suit à fond. Et nous, on essaye d'impliquer vraiment notre communauté dans cette mission, donc à travers plein de choses. On organise des événements, par exemple à la Maison Respire, dans nos bureaux, bon là avec le Covid un peu moins, mais on essaye de faire intervenir notre communauté avec des cours de sport, avec des cours de cuisine, plein de choses qu'on pourrait organiser avec elle
pour prendre conscience vraiment du fait que notre corps est magique. Voilà. Merci Justine. Didier, je ne vais pas vous poser la question de votre raison d'être, parce qu'on l'a comprise, je pense, au travers de ce que vous avez dit avant chez Consommateurs et Citoyens, mais vous travaillez avec des partenaires avec qui, que vous aidez à avancer sur ces sujets-là. Est-ce que vous pensez que chez eux, justement, cette raison d'être d'une entreprise différente, plus partenariale, qui travaille mieux avec ces différentes parties prenantes, et notamment les consommateurs, est quelque chose qui commence à faire du sens ? Oui, c'est intéressant parce que, pour citer deux entreprises que je peux citer, puisque je ne peux pas forcément citer les autres à ce stade du parcours, c'est une toute petite PME qui s'appelle Berry-Grain, qui est le premier producteur français en arrivée et en volume de quinoa, de lentilles corail et de petit épeautre, mais surtout du quinoa. Et puis, à l'autre bout du spectre, un très grand de l'agroalimentaire qui est Nestlé. Chez Nestlé, sur la branche céréales, on fait un travail sur les produits de la branche céréales avec les consommateurs. Et au terme du parcours, il y a une douzaine de points de progrès sur le blé, le cacao, etc., etc. Mais le premier point qu'ont voulu mettre en avant les consommateurs, ça a été de dire on continue ce travail. Si dans le marbre de la raison d'être de Nestlé pour la branche céréales, on écrit au-delà des produits quelle est l'intention. Et si on écrit ça, et vraiment le groupe de consommateurs référents qui a travaillé ça l'a même pas fait dans l'esprit de l'entreprise à mission ou dans la connaissance de la réglementation française qui avait évolué sur ce sujet. Il l'a fait vraiment avec ses tripes et en disant finalement on a accompagné cette entreprise avec laquelle on avait une défiance dingue au démarrage. On a fait le chemin de part et d'autre parce qu'on s'est connus. On arrive à un plan de progrès qui est très ambitieux et qui est partagé de part et d'autre. Mais le pas de plus, c'est de dire le sens de ça. Et on en est là. On termine cette phase-là. On est dans cette discussion. Je pense que la branche céréales de Nestlé va le faire. Mais c'est vraiment venu des consommateurs. Merci. Alors, Nicolas et Sophie, j'ai cru entendre un peu dans ce que vous disiez que le marketing peut-être n'avait pas disparu, mais qu'en tout cas, il allait évoluer vers autre chose parce qu'on ne peut plus considérer le consommateur aujourd'hui comme avant. Ça, est-ce que chez Nestlé, c'est des choses qui commencent aussi à être entendues ? Est-ce que vous pensez que demain, les entreprises, de façon générale, vont arriver à se défaire notamment de leurs pratiques ? Parce qu'il ne s'agit pas que de raison d'être, il s'agit aussi de façon d'être formé, de façon de travailler, de culture de travail. Comment ça se passe dans le concret, Sophie, avec vos clients quand ils changent leur raison d'être ? Comment est-ce qu'ils arrivent à transformer leurs actions après ? Alors en fait, ce qui est intéressant dans les exercices qu'on fait, c'est qu'une raison d'être, c'est pas simplement un exercice de formalisation, de formule, c'est qu'il y a toute la deuxième partie qui est la plus importante, sans quoi ça fonctionne pas, c'est la déclinaison opérante. Donc voilà, exactement, c'est stratégique et opérationnel qui se fait, et ça concerne toutes les équipes. Donc aussi bien l'équipe finance que juridique, que ressources humaines, que marketing. Et à partir de cette raison d'être, des objectifs aussi des engagements, des objectifs qui ont pu être définis, l'équipe marketing, elle va redéfinir à la fois sa manière de faire et puis aussi réfléchir à même de l'innovation. C'est ça qui est passionnant, en fait, de la R&D, de l'innovation produit, à partir de ce sens-là. Et pas simplement en se posant la question de quoi apporter à des consommateurs qui, en général, sont définis avec une sémantique qui est celle de la cible, ce qui laisse imaginer ce qu'on projette sur eux. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un exercice de réappropriation. Et puis ensuite, je crois que quand même dans les parcours de formation, les choses sont en train de changer. Dans les écoles qui forment sur la question de la gestion, du management, de l'innovation. L'introduction de ces sujets-là arrive, et par ailleurs, elle arrive avec une génération qui nativement se pose ces questions. Enfin, nativement et puis de façon vécue, expérientielle. Merci. J'ai une dernière question à Nicolas avant de laisser la parole au public. Comment, du coup, vos partenaires traditionnels, enfin en tout cas les partenaires traditionnels de l'agroalimentaire, les supermarchés, comment est-ce qu'ils prennent justement des gens qui font complètement différemment, qui cassent tous les codes, qui ne fonctionnent pas comme les autres ? Ça marche quand même ou pas ? Ça a marché parce que les 80 familles, il leur restait 2 mois, elles gagnaient 20 centimes par litre. Enfin, le banquier avait dit dans 2 mois on arrête tout. Un banquier qui était un membre de la famille de l'un d'entre eux.
Et on s'est tourné vers ceux qui étaient capables de vendre aussi massivement, et notamment Carrefour. Alors c'était très étonnant pour eux parce qu'ils ont vu arriver une brique de lait à 99 centimes, impliquant déjà toutes les marges. Il y a une équipe de France 2 qui a filmé ce moment et il n'y a pas eu de négociation. Mais finalement, pourquoi faire ? Si les consommateurs valident un prix, un cahier des charges, une sécurité pour le producteur et que finalement la brique est achetée. C'était ça la question, est-ce que ça allait être acheté ? Mais il n'y a pas, à part des gens, des petites pathologies, c'est certains acheteurs qui veulent absolument être là pour négocier à tout prix. Si le produit est acheté, il n'y a pas besoin de négociation. C'est peut-être ça aussi la morale de l'histoire. Et bon, il n'y aurait pas eu de succès, ça n'aurait pas été pareil, mais c'est devenu la brique de lait la plus vendue de France derrière la MDD. Une brique équitable, ce n'était pas un détail du rayon. En étant un peu plus cher, créé par des consommateurs, le beurre bio, sur lequel 15 centimes ont été rajoutés pour aider le bio de demain, c'est un des choix qu'on fait sur Internet tous ensemble. Pareil, alors la distribution a dit, vous ne vous rendez pas compte, vous mettez des centimes dont le produit n'a pas besoin, alors que nous, on nous demande de les enlever. Mais qui vous demande ça ? Bon, c'est là où ils ne savent pas trop répondre. Le beurre bio, plus cher, est devenu le premier beurre bio de France, le plus vendu. Voilà. Donc la morale de l'histoire, c'est que, mais je ne me rappelle déjà plus votre question, donc je vais essayer d'y répondre par courtoisie. C'est la question. Comment est-ce qu'un partenaire très classique, qui est la grande distribution, vit le fait de travailler avec des gens qui ne respectent pas du tout les codes ? Ils s'en remettent. Alors je vais vous donner un scoop. J'espère qu'il n'y a pas de journalistes dans la salle, comme Laurent Wauquiez. Non, mais là, par exemple, en ce moment, effectivement, c'est normal et c'est très bien. Tout le rayon du lait a bougé, parce que ceux qui ont fait des efforts d'aider cette démarche, il y a 25 démarches qui sont arrivées. Les MDD sont devenus plus équitables, les grandes marques l'ont fait, etc. Et finalement, elle regarde, la distribution regarde. Quand ça se vend, elle veut copier, ce qui est très bien. Nous, en tant que consommateurs, on n'est pas là pour faire coca et défendre une marque. En revanche, il faut que ce soit fait en transparence. Alors, on leur dit, OK, faites toutes les copies du monde, s'il vous plaît, mais faites-les en transparence. Par exemple, un petit truc tout simple, on va en parler là prochainement. Il y a parfois des laits qui arrivent avec 45 centimes par litre, ce qui est mieux que 39 centimes par litre, ce qui est une très bonne nouvelle, parce que le producteur est encore plus aidé. Mais il faut considérer que c'est bien la totalité de la production annuelle du producteur qui est valorisée, et pas seulement une partie. S'il y a 10% de son lait au bon prix et 90% à un prix trop bas, sa vie ne change pas. Donc c'est des petits réglages qu'on doit faire. On doit accompagner et encourager tout ce qui est positif, mais on doit, côté consommateur, rester vigilant, ultra bienveillant et dire on est là pour dire aux autres quand c'est absolument vrai. Et on n'a pas le temps, mais Nestlé est venu nous voir. C'est comme ça que est née l'histoire. Et ils ont une humilité absolument incroyable. Personne ne voulait travailler avec Nestlé chez les consommateurs, ni moi d'ailleurs. Et on voit, pareil, ce reportage là où ils reçoivent une fin de non-recevoir des premiers consommateurs en disant non, franchement, trop grande marque, c'est pas possible. On est parti de là, il faut le rappeler. Et après, tout le monde a fixé des conditions. C'est là où Didier est arrivé. On est deux structures totalement indépendantes, où nous, si on n'est pas d'accord avec Didier, on lui dit, parce qu'on n'a pas à être d'accord avec une marque. C'est plutôt l'inverse qu'on estime important, même si tout le rapport doit être plus intelligent qu'un rapport guerrier ou de contradiction. Voilà. Donc Nestlé s'est mis aux conditions, mais si vous connaissiez le niveau de conditions, vraiment c'est absolu, quoi. C'est pas de la cosmétique pour essayer de faire bien. Et voilà, donc c'est une vraie évolution. Il reste quelques poignées de secondes. On va essayer de donner un peu le pouvoir à l'audience. Est-ce que vous avez des questions ? Et pour faire simple et que Justine puisse entendre, vous allez les poser et je vais les répéter. Qui a des questions ? Sinon, je redonne la parole à Nicolas. Il peut tenir pendant longtemps. Oui, madame. Un prénom, un nom et puis une question ? Donc la question... Alors, c'était peut-être plus par rapport au déodorant, où on disait qu'elle allait sortir un produit tout petit. Or, on sait que ça va générer plus de déchets puisque c'est une durée de consommation plus longue. Est-ce qu'au-delà de satisfaire un besoin et aussi prendre en compte les aspects sanitaires d'un produit, est-ce que ces impacts environnementaux sont aussi pris en compte dans la conception ? Merci, madame.
Je répète la question donc pour tout le monde. Est-ce qu'au-delà des questions sociales et donc de la prise en compte du consommateur de façon générale, est prise en compte la question du développement durable et de l'environnement, des dimensions écologiques, notamment qui sont très techniques, donc peut-être difficiles à appréhender par un consommateur? Cette question s'adressait notamment à Justine par rapport aux petites tailles de déodorants qui peuvent être peut-être moins bonnes pour l'environnement. Et peut-être que Didier a un mot à dire sur ce sujet après. Justine? Oui, merci pour la question. Alors bien sûr, c'est pris en compte parce que ça faisait partie de nos valeurs depuis le début d'avoir une marque aussi avec un impact environnemental le plus neutre possible. Donc au-delà de nous, nos valeurs et l'envie de faire mieux pour l'environnement, il y a aussi, et là rentre en jeu aussi le consommateur, c'est que le consommateur a aussi cette prise de conscience, donc il nous le demande aussi. Et donc, en effet, le déodorant à billes, en tout cas qui est dans un packaging plastique, c'est encore du plastique, mais du coup c'est du plastique recyclé et made in France, donc on essaye vraiment de faire au mieux. Et en effet, c'est vrai que le consommateur, il ne connaît pas tout, donc le consommateur souvent nous dit peut-être que vous pourriez faire des packagings en verre, peut-être que vous pourriez avoir du plastique biodégradable. Et donc il faut savoir que nous, on étudie vraiment toutes ces solutions possibles, toutes ces idées. On bosse pas mal avec Citeo aussi qui nous conseille. Et donc, on essaie de trouver les meilleures alternatives. Alors, pour le déodorant, ce qu'on a trouvé après le lancement, donc quelques mois après le lancement, les consommateurs nous ont dit « et si on le faisait rechargeable ?» Alors, on a travaillé dessus et maintenant, on a réussi à sortir des éco-recharges à partir d'ailleurs de bidons de lait recyclés. Donc, nos éco-recharges qui nous permettent de recharger nos déodorants. Et on est ensuite parti sur des formats solides, donc zéro déchet, où là, on n'a plus de plastique. Et aujourd'hui, c'est pour nos shampoings solides, savon sur gras et d'ailleurs nettoyant visage solide qu'on a sorti hier. Merci. Et on essaye d'aller au maximum sur ce solide, mais pour la crème solaire, par exemple, c'était pas encore possible. Sur le déodorant aussi, on y va. Donc bien sûr, il y a nos valeurs et puis il y a celles des consommateurs où les consommateurs nous demandent de faire beaucoup plus attention justement à l'environnement et donc c'est aligné, donc on fait notre maximum. Merci Justine. Didier, peut-être sur la question technique, vous avez des éléments? Le dialogue s'établit entre marques et consommateurs sur la totalité du développement durable. Avec un poids très lourd, on passe beaucoup de temps sur l'environnement parce que le social est effectivement plus naturellement accessible. Et le poids technique de l'environnement fait justement ces dialogues vont durer longtemps parce que comme c'est les consommateurs qui s'approprient les questions, on fait intervenir des experts aux côtés des consommateurs pour qu'indépendamment de l'entreprise, ils progressent sur les questions pour dialoguer avec l'entreprise. Et on va vraiment loin techniquement dans ce processus qui s'étire un peu dans le temps, mais c'est parce qu'il s'étire un peu dans le temps qu'on peut y aller loin techniquement en fait. Un mot de la fin. Un mot sur le... Oui, effectivement, il y a toute la partie environnementale, enlever les OGM de l'alimentation, les fourrages locaux pour éviter que ça aille de loin. Tout ça, c'est des réponses à des questions. Mais c'est intéressant, je dis ça avec beaucoup de bienveillance à Justine, mais c'est vrai que pour nous, côté consommateurs, dans cette logique, ça devient de plus en plus dissonant et compliqué d'entendre nos valeurs et les valeurs des consommateurs. C'est assez dingue. On peut, je ne sais pas si c'est les gens du marketing ou de la com, mais vous faites l'exercice simple de vous demander ce que vous êtes prêt déjà à penser d'un produit. C'est fou, hein, on se décale dans le marketing. On se dit qu'est-ce que les consommateurs voudraient, alors que si Justine, qui est quelqu'un de charmant par ailleurs et qui a beaucoup de bienveillance, s'inscrit elle-même déjà dans le fait de dire écoutez, déjà, je vais vous expliquer ce que moi, j'estime être un minimum pour moi, pour ma santé et puis pour la planète. C'est un raccourci fabuleux qui évite le fait d'essayer de trouver le point de rendez-vous avec des gens qu'on considère en dehors de son cercle et de sa dimension. Voilà. Ce qui était le début de sa démarche, hein, c'est comme ça qu'elle a commencé. L'histoire plaide pour ça. Donc, Une toute dernière question pour Sophie, justement. Est-ce que c'est possible de donner le pouvoir à des consommateurs, y compris sur des questions techniques? Vous aviez parlé tout à l'heure de cette question. C'est toute la question de l'expertise, en fait. On est dans une époque où on donne la parole aux experts et ce sont eux qui décident. Ils décident souvent à partir de normes qui ne sont pas pensées à l'aune de la vie quotidienne et de nos responsabilités individuelles, parce que la logique de la norme, c'est de les responsabiliser. Et oui, je crois beaucoup aux profanes experts, en fait. Je crois beaucoup au bon sens, aux profanes experts. Et aussi, ce qui m'a beaucoup frappé dans toutes les interventions, c'est le sujet de l'incarnation. C'est qu'en fait, c'est des sujets qui sont incarnés, qui sont vécus, qui sont pensés à partir de dimensions individuelles, que ça soit le créateur d'une entreprise, le consommateur. Voilà, et qu'en fait, effectivement, c'est plus un sujet de marque vis-à-vis d'un public. C'est des personnes qui développent un projet, qui s'adressent à des personnes. Et voilà, je retiendrai cette notion d'incarnation. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ces échanges riches. Merci. Et bonne journée. Au revoir Justine.